Tu n'es qu'un moins que rien, Mathieu. Ma fille mérite mieux. Mon nom est Mathieu Dubois et j'ai 37 ans. J'ai passé les 12 dernières années à bâtir une société de capital investissement à Paris, réalisant des investissements que la plupart des gens ne prévoient jamais. J'opère via des sociétés écrans, des fonds anonymes et des holdings qui gardent mon nom si profondément enfoui dans la paperasse que même les avocats les plus malins mettent des mois à remonter jusqu'à moi. C'est comme ça que j'aime les choses, propres, invisibles, puissantes. Mais à ce moment-là, debout dans la cuisine de mon beau-père, le regardant balancer sa tasse de café comme s'il dirigeait un orchestre d'insultes, je me sentais tout sauf puissant. Vous allez découvrir une histoire d'amour et de vengeance. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle région vous nous regardez. Cela nous aide énormément. La cuisine avait cette odeur caractéristique de café de luxe que Robert insistait pour importer, mélangée à l'arôme sucré de la baguette grillée. La lumière du matin filtrait par les larges fenêtres, illuminant le marbre impeccable de l'îlot central, où il s'appuyait tel un juge sur le point de rendre sa sentence. Je sentais la sueur froide commencer à perler dans mon dos, non pas de peur, mais d'une rage contenue qui s'accumulait depuis des années. Robert Lefebvre me traitait d'incapable depuis 3 ans. À chaque dîner de famille, chaque jour férié, chaque fois que je franchissais le seuil de sa porte. Elle aurait pu épouser le fils du docteur Allègre, continua-t-il, en faisant un geste en direction de ma femme, Laura. Mais non, elle t'a choisi toi, un homme qui ne nous dit même pas ce qu'il fait vraiment dans la vie. Je vis les veines saillir sur son cou pendant qu'il parlait, son visage prenant cette teinte rougeâtre qui précédait toujours ses attaques les plus venimeuses. Robert avait l'agaçante habitude de mâcher du chewing-gum pendant ses tirades. Le bruit de sa mâchoire claquant ponctuait chaque insulte comme un tambour marquant le rythme de mon humiliation. Laura était assise à la table du petit déjeuner, remuant les œufs dans son assiette. Elle ne leva jamais les yeux, ne dit jamais un mot, se contentant de remuer ses maudits œufs comme s'il détenait la réponse à tout ce qui n'allait pas dans notre mariage. Sa fourchette raclait la porcelaine dans un mouvement constant, circulaire, hypnotique. J'avais compté. 27 mouvements circulaires depuis que Robert avait commencé son dernier discours. « Mathieu travaille dans la finance, papa », murmura-t-elle enfin, toujours sans me regarder. Sa voix avait cette qualité fine, presque cassante, que j'avais appris à reconnaître. C'était la voix qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une conversation se termine sans avoir à vraiment affronter qui que ce soit. C'était la voix de la reddition. « La finance ?» ricana Robert, crachant un morceau de chewing-gum dans la poubelle avec une précision étudiée. « Tu sais ce que ça veut dire ? Rien. Il pourrait vendre des assurances, pour ce qu'on en sait. Il pourrait gérer la retraite des autres dans un bureau de galerie commerciale. » Je le regardais faire les 100 pas autour de son îlot de cuisine en granit, son visage devenant plus rouge à chaque tour. Ses chaussures italiennes sur mesure claquaient contre le parquet importé. Chaque pas était une déclaration de supériorité, chaque mouvement calculé pour me rappeler que j'étais sur son territoire, que je respirais son air, que j'étais marié à sa fille. Voici Robert Lefebvre, fondateur et PDG de Bionexus, une entreprise de biotechnologie en difficulté qui n'avait pas réalisé de bénéfices réels depuis 4 ans. Il avait hérité de l'argent de l'entreprise de construction de son père et pensait que cela faisait de lui une sorte de génie de la finance. Mais l'argent hérité n'a pas la même odeur que l'argent gagné. Il a l'odeur de l'arrogance imméritée, d'une confiance bâtie sur des fondations que d'autres ont creusées. Ce que Robert ne savait pas, c'est que je suivais les rapports financiers de son entreprise depuis 8 mois. Je connaissais chaque ligne du bilan, chaque note de bas de page dans les documents de financement, chaque conversation chuchotée entre les investisseurs potentiels qui avaient décidé que Bionexus était un risque trop grand. Bionexus perdait de l'argent, brûlant le peu qui restait de son financement à risque. Ils avaient besoin d'un miracle. Ils avaient besoin exactement du type d'investisseur anonyme que j'étais spécialiste de devenir. « Tu restes assis là comme un muet », dit Robert, en pointant son doigt vers ma poitrine. Son doigt tremblait légèrement. C'est un petit signe que même sa propre confiance avait des fissures. Les vrais hommes parlent. Les vrais hommes se défendent. Je voulais lui demander si les vrais hommes licenciaient aussi des employés loyaux pour cacher leurs propres décisions commerciales désastreuses. Je voulais lui demander si les vrais hommes humiliaient leurs gendres pour détourner l'attention de leurs propres échecs.
Mais j'avais appris depuis longtemps qu'avec des gens comme Robert, les mots étaient vains. Ce qu'il comprenait, c'était les conséquences. Je hochais lentement la tête, sentant le poids du moment s'installer autour de moi comme un brouillard épais. Vous avez raison, monsieur Lefebvre. La cuisine devint silencieuse. Le genre de silence qui semble aspirer l'oxygène de l'air. Même le réfrigérateur dernier cri parut cesser de vrombir. Laura leva enfin les yeux de son assiette, la confusion peinte sur son visage. Ses yeux, ces mêmes yeux bruns qui m'avaient fait tomber amoureux il y a 5 ans, portèrent maintenant quelque chose de différent. De la peur, peut-être, ou de la culpabilité, probablement les deux. Même Robert parut surpris par ma réponse. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, sa mâchoire se déplaçant comme s'il recalibrait sa stratégie d'attaque. « J'ai raison », dit-il, la voix maintenant incertaine, cherchant le piège qu'il était sûr que j'avais tendu. « Absolument », dis-je en me levant et en prenant ma veste sur le dossier de la chaise. Le tissu était chaud contre mes doigts, chauffé par le soleil du matin qui restait indifférent au drame qui se jouait dans cette cuisine de magazine de décoration. Laura mérite mieux. Les mots sortirent calmes, mesurés, chaque syllabe prononcée avec la clarté de quelqu'un qui a enfin compris une vérité fondamentale. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, pas de sarcasme, juste la reconnaissance simple et dévastatrice que quelque chose s'était brisé de façon permanente. Je me dirigeais vers la porte d'entrée, sentant leur regard dans mon dos. Mes pas résonnaient dans le large couloir décoré de photos de famille qui ne m'avaient jamais vraiment inclus. Lorsque j'atteignis la poignée, j'entendis la chaise de Laura racler le sol avec un grincement aigu qui semblait crier l'urgence que sa voix ne pouvait transmettre. « Mathieu, attends !» Mais j'étais déjà dehors, respirant l'air frais d'une matinée d'avril, sachant que tout était sur le point de changer. L'air avait cette odeur caractéristique de Paris le matin, un mélange de gaz d'échappement, de croissants sortant du four de la boulangerie du coin et de l'ozone frais qui précède la pluie. Je pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de la promesse de la liberté. J'ai rencontré Laura il y a 5 ans lors d'une conférence à Lyon. La salle de conférence était bondée, la climatisation luttant contre la chaleur générée par 200 professionnels entassés pour écouter les dernières innovations en thérapie génique. J'étais au 5e rang, parcourant des documents d'investissement sur ma tablette, prêtant une oreille distraite aux présentations. Puis, Laura est montée sur scène. Elle présentait une recherche sur les applications de la thérapie, génique, brillante et passionnée par son travail, dans une petite entreprise de biotechnologie. Ses mains bougeaient pendant qu'elle parlait, dessinant des molécules imaginaires dans l'air, ses yeux brillants de cette intensité qui ne vient que de quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait. Je me surpris à me pencher en avant, oubliant complètement les documents sur mes genoux. J'étais là parce que j'envisageais d'investir dans le secteur de la technologie médicale. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de tomber amoureux de la présentatrice. Après sa présentation, je l'ai abordée près de la machine à café. Ma première phrase était terrible. Quelque chose sur la façon dont ces découvertes pourraient révolutionner le traitement des maladies génétiques. Elle a ri, pas de ce rire poli que les gens ont dans les conférences, mais d'un rire sincère qui a illuminé tout son visage. Elle a dit que c'était la première fois que quelqu'un dans une conférence l'abordait avec un commentaire sur sa recherche, plutôt que sur son nom de famille. Cela aurait dû être mon premier avertissement concernant Robert. Notre relation a progressé rapidement, trop rapidement probablement. Il y avait une urgence entre nous, comme si nous fuyions tous les deux quelque chose. Pour moi, c'était la solitude de construire un empire financier sans personne avec qui le partager. Pour Laura, je le découvrirais. Bien plus tard, c'était la pression étouffante d'être la fille de Robert Lefebvre, toujours mesurée à l'aune d'attentes impossibles. En 18 mois, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dont son père s'est plaint pendant des semaines. La cérémonie a eu lieu dans un modeste jardin près d'Annecy, seulement 40 invités, de la musique acoustique et des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Laura portait une robe simple qu'elle avait choisie seule, sans l'avis de sa mère ou de ses sœurs. Elle était radieuse, riant en trébuchant légèrement sur ses vœux, ses mains tremblant dans les miennes. Il voulait quelque chose de plus grand, de plus cher, quelque chose qui impressionnerait ses amis du club. Robert a passé toute la réception à se plaindre à quiconque voulait l'entendre du manque d'ambition de l'événement. Il a comparé notre mariage à celui de la fille d'un de ses partenaires. Une extravagance de 3 jours dans un complexe de luxe
qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Mais Laura et moi préférions les choses simples. Du moins, c'est ce que je pensais. Pendant la fête, je l'ai vue se crisper chaque fois que son père s'approchait, son sourire devenant figé et forcé. Elle serrait ma main plus fort, comme si elle s'ancrait contre une tempête que seule elle pouvait sentir venir. Le problème a commencé lors de notre premier Noël en tant que mari et femme. Robert avait trop bu de vin et a commencé à m'interroger sur mon travail. La table était décorée avec une profusion d'ornements de Noël, des bougies coûteuses qui sentaient la cannelle et le pain, de la vaisselle en porcelaine qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Je lui ai donné les mêmes réponses vagues que je donnais à tout le monde. Investissement privé, gestion de portefeuille, conseils pour les particuliers fortunés. Ses yeux se plissaient à chaque réponse, comme un interrogateur qui sait qu'on le trompe, mais ne peut pas le prouver. Le vin avait taché ses lèvres de violet, et il ponctuait chaque question en tapant du doigt sur la table, faisant teinter les couverts. Tout était techniquement vrai, mais il manquait le détail crucial que j'étais le particulier fortuné. Mon entreprise Ventura Capital gérait plus de 500 millions d'euros d'actifs. Nous étions spécialisés dans les investissements de démarrage dans des entreprises technologiques et médicales, le genre d'affaires qui exigeait discrétion et anonymat. Le monde dans lequel j'opérais était construit sur des couches de confidentialité, où révéler trop tôt qui était derrière un investissement pouvait ruiner des négociations qui prenaient des années à être structurées. J'avais bâti ma réputation en restant invisible, en laissant les autres s'attribuer le mérite pendant que je récoltais silencieusement des rendements dont la plupart des investisseurs ne pouvaient que rêver. Il y avait une beauté dans cette invisibilité, un pouvoir à être sous-estimé. Les meilleures affaires que j'ai conclues se sont produites parce que l'autre partie ne m'a jamais vu venir. Mais Robert a interprété ma discrétion comme de la faiblesse. Il a commencé à faire des commentaires sur mon emploi mystérieux et sur le fait qu'un vrai homme serait plus transparent sur sa carrière. Les commentaires venaient nonchalamment, jetés au milieu de conversations sur d'autres sujets, comme de petites bombes à retardement destinées à faire exploser ma confiance. Laura changeait de sujet ou riait nerveusement, de ce rire forcé qui n'avait rien de la joie sincère dont j'étais tombé amoureux, mais elle ne lui a jamais dit d'arrêter. Elle ne m'a jamais défendu. Et chaque fois qu'elle restait silencieuse, chaque fois qu'elle détournait le regard pendant que son père me disséquait, un petit morceau de mon respect pour elle mourait. Pas de façon dramatique, pas avec colère. Juste une érosion lente et constante, comme de l'eau qui goutte sur une pierre. Les attaques verbales se sont intensifiées dans les mois qui ont suivi. Robert faisait des remarques désobligeantes sur mes vêtements, disant que je m'habillais comme un employé de bureau, plutôt que comme quelqu'un avec de vraies aspirations. Ma voiture, une berline hybride que j'avais choisie pour son efficacité, était un sujet de plaisanterie sur les hommes d'âge mûr qui avaient renoncé à impressionner qui que ce soit. Mon manque d'ambition était un thème récurrent, comme si travailler en silence et vivre modestement était la preuve d'une déficience morale. Il me comparait à d'autres hommes de leur cercle social, des médecins et des avocats à succès qui conduisaient des voitures chères et parlaient fort de leur réalisation. Il y a un certain type d'homme qui confond le bruit avec la substance, qui croit que la valeur se mesure en logos de créateur et en discussion de comptoir sur les affaires. Robert était l'incarnation de ce type. Ce qui empirait tout, c'était de voir Laura se recroqueviller pendant ces confrontations. La scientifique confiante que j'avais épousée, cette femme qui commandait des salles de conférence avec son expertise, devenait silencieuse et pleine d'excuses en présence de son père. C'était comme regarder quelqu'un se transformer en une version diminuée d'elle-même, trouvant constamment des excuses pour le comportement de son père, rationalisant l'irrationnel. Elle me tirait à part après des dîners particulièrement brutaux et me chuchotait des excuses, ses mains froides serrant les miennes. Elle promettait que les choses s'amélioreraient, que son père était sous beaucoup de stress avec l'entreprise, qu'il ne le pensait pas vraiment. Mais elle ne l'a jamais confronté directement. Elle n'a jamais fixé cette ligne rouge en disant « ça suffit ». Et j'ai commencé à réaliser qu'elle n'en serait peut-être jamais capable. Que peut-être, au fond, une partie d'elle était d'accord avec lui. Pas entièrement, pas consciemment, mais assez pour être paralysée entre nous deux, incapable de choisir. Il y a 3 mois, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. En recherchant des investissements potentiels en biotechnologie, une tendance que je suivais depuis ma rencontre avec Laura, je suis tombé sur les documents de financement de BioNexus, archivés dans une base de données publique.
L'entreprise était en grande difficulté, brûlant de l'argent plus vite qu'elle ne pouvait en lever. Les chiffres racontaient une histoire brutale. Des revenus en baisse de 30% d'une année sur l'autre, des coûts d'exploitation qui explosaient, un ratio dette-revenu qui ferait reculer d'horreur n'importe quel analyste financier. Ils avaient approché des dizaines de sociétés de capital risque, mais leur ratio dette-revenu effrayait la plupart des investisseurs sérieux. Il y avait des annotations dans les marges des documents des investisseurs précédents, des commentaires codés qui disaient essentiellement la même chose. Gestion problématique, fondamentaux faibles, risque trop élevé. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais aider à sauver l'entreprise de Robert par un investissement anonyme, ou je pouvais la laisser faire faillite. D'un point de vue purement commercial, la technologie de base de Bionexus était solide. L'équipe de recherche avait des publications respectables. Les actifs intellectuels valaient l'investissement. L'homme d'affaires en moi voyait le potentiel de profit. Une entreprise sous-évaluée, avec une technologie prometteuse qui pourrait générer des rendements significatifs sous une gestion appropriée. Le gendre en moi voyait quelque chose de complètement différent. Une opportunité de montrer enfin à Robert Lefebvre qui détenait vraiment le pouvoir. J'ai entamé le processus de due diligence, en gardant mon identité enfouie sous des couches de structures d'entreprise. J'ai utilisé 3 filiales différentes, chacune enregistrée dans des juridictions distinctes, chacune avec sa propre paperasse et sa propre représentation légale. Robert ne saurait jamais que son sauveur était assis à sa table à dîner, écoutant ses insultes, regardant sa fille rester silencieuse pendant qu'il détruisait systématiquement son mari. Il y avait une ironie délicieuse là-dedans. Pendant que Robert me traitait de raté, j'examinais les documents financiers qui prouveraient qu'il était incompétent. Pendant qu'il se moquait de mon manque d'ambition, je structurais un investissement qui sauverait tout ce pour quoi il avait travaillé. Pendant qu'il me traitait comme un moins que rien, je tenais son avenir entre mes mains. Et à chaque dîner, à chaque insulte, je me demandais si je devais serrer la vie ou la desserrer. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, lors du dîner d'anniversaire de Laura. La maison de Robert était trop pleine, trop chaude, trop bruyante avec ce genre de conversation forcée qui se produit lorsque des gens qui ne s'apprécient pas particulièrement font semblant d'être une famille heureuse. Nous étions chez Robert, et il avait invité son beau-frère Horace, un chirurgien cardiaque qui adorait parler de sa résidence secondaire à Deauville et de son nouveau cabinet privé qui s'adressait aux cadres prêts à payer le prix fort pour la discrétion. Horace vient de s'acheter un nouveau bateau, annonça Robert pendant que Laura coupait le gâteau, sa voix tranchant toutes les autres conversations dans la pièce. Il avait cette façon de faire des annonces, comme si chacune de ses paroles méritait l'attention totale de toutes les personnes présentes. Un yacht de 12 mètres, il a coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Horace a ri et m'a donné une tape sur l'épaule avec une force inutile, le genre de contact qui établit la domination sous le couvert de la camaraderie. Son haleine sentait le whisky cher et l'arrogance bon marché. « Et toi, Mathieu ? Un gros achat récemment ? Nouvelle voiture, un investissement immobilier. J'aurais dû prévoir ce qui allait suivre. J'aurais dû voir Robert se préparer pour l'attaque. Cette lueur dans ses yeux qui signifiait qu'il avait trouvé une ouverture parfaite. Les yeux de Robert brillèrent de cette lueur familière qui signifiait qu'il était sur le point de porter le coup de grâce. Il se pencha en arrière sur sa chaise, savourant le moment comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où fuir. « Mathieu ne fait pas ce genre d'achat, » dit Robert, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie aussi artificielle que les édulcorants qu'il utilisait dans son café. « C'est un homme. Plus pratique, n'est-ce pas, Mathieu ?» Laura me serra la main sous la table. Un avertissement silencieux pour que je garde mon calme, pour ne pas transformer son anniversaire en un autre champ de bataille. Ses ongles s'enfoncèrent légèrement dans ma peau, une encre désespérée essayant de me maintenir attaché à un comportement civilisé. Mais Robert n'avait pas fini. Il n'avait jamais fini tant qu'il n'avait pas extrait chaque goutte d'humiliation qu'il pouvait d'un moment. « Je veux dire, soyons honnêtes ici, » continua-t-il, sa voix devenant plus forte, s'assurant que tout le monde dans la pièce pouvait entendre chaque mot. Ma fille est une scientifique brillante. Elle a publié dans de grandes revues, donne des conférences internationales. Elle aurait pu épouser n'importe qui. Un médecin, un avocat, quelqu'un avec de vraies perspectives. Au lieu de cela, elle s'est contentée de... Il fit un geste vague dans ma direction, comme si j'étais une tache dans son champ de vision. Eh bien, nous faisons tous des erreurs.
La pièce devint silencieuse. Le genre de silence embarrassé qui se produit lorsque les gens sont témoins de cruauté et ne savent pas s'ils doivent intervenir ou faire semblant de n'avoir rien vu. Quelqu'un toussa nerveusement. Un verre tinta contre une table. La main de Laura se relâcha dans la mienne et d'une certaine manière, cela fit plus mal que tout ce que Robert avait dit. Horace fixait le gâteau comme si c'était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue, étudiant les roses en glaçage comme si c'était des échantillons chirurgicaux. La sœur de Laura tapait furieusement sur son téléphone, feignant d'être trop occupée pour avoir entendu. Sa mère regardait simplement ses genoux, comme elle le faisait toujours lorsque Robert devenait insupportable. Et Robert était assis là avec un sourire satisfait, croisant les bras sur sa poitrine, attendant ma réaction comme un boxeur attend que son adversaire se relève pour un autre round. Je regardais Laura. Je la regardais vraiment. Comme si je la voyais pour la première fois depuis des mois. Elle fixait ses genoux, le visage rouge de honte. Mais pas de honte pour le comportement de son père. Pas de colère parce qu'il avait gâché sa fête. Pas d'indignation parce qu'il avait humilié son mari devant toute sa famille. Non, c'était de la honte pour moi d'être marié à quelqu'un que son père considérait comme inférieur. Et à ce moment-là, je vis toute la vérité de notre mariage se dérouler comme une carte que j'avais lue à l'envers. C'est là que j'ai compris que ça ne s'améliorerait pas. Laura n'allait pas me défendre parce que, au fond, elle était d'accord avec lui. Peut-être pas complètement, peut-être pas consciemment, mais assez pour rester silencieuse, assez pour le laisser me détruire devant sa famille, assez pour que chaque insulte soit validée par son inaction. La décision que je repoussais depuis des mois se cristallisa à ce moment-là. Elle était claire, froide et absolument juste. Je me levai lentement, posai ma serviette soigneusement sur la table, lissant les plis avec des doigts qui ne tremblèrent pas. Je regardai Robert droit dans les yeux, soutenant son regard jusqu'à ce que son sourire commence à vaciller. « Vous avez absolument raison, dis-je, ma voix calme et mesurée, complètement dénuée d'émotion. Elle mérite mieux. » J'embrassai Laura sur le front, la sentant frémir sous mes lèvres. Sa peau était froide, et je pouvais sentir son pouls s'accélérer à sa tempe. Je pris ma veste sur le dossier de la chaise et quittai la salle à manger, traversant le couloir où des photos de famille me regardaient, avec des visages souriants qui n'avaient jamais vraiment inclus le mien. Derrière moi, j'entendis Laura appeler mon nom, un son faible et effrayé qui aurait pu me faire m'arrêter il y a 6 mois. Mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, tout ce que j'entendais était l'écho de 3 ans de silence. 3 ans où elle avait choisi la paix plutôt que moi. Choisi l'approbation de son père plutôt que la dignité de son mari. J'avais du travail à faire. Le trajet de retour me donna le temps de réfléchir. Les rues de Paris défilaient par la fenêtre, dans un flou de lumières et d'ombres, et pour la première fois depuis des mois, mon esprit était parfaitement clair. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation, juste une certitude froide et dure sur ce qui devait se passer ensuite. Pendant des mois, j'avais préparé les documents d'investissement pour Bionexus, un financement de 15 millions d'euros, qui sauverait l'entreprise de Robert et lui assurerait une retraite confortable. La paperasse était impeccable, examinée par 3 cabinets d'avocats différents, structurés pour donner à Bionexus non seulement un sauvetage financier, mais aussi une base pour une croissance réelle. Il ne manquait que ma signature. Je me suis garé dans mon garage. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis dans la voiture pendant 10 minutes, regardant les murs vides, écoutant le moteur refroidir avec des clics et des claquements métalliques. Ma décision était prise, mais je l'ai examinée mentalement une dernière fois, cherchant des failles dans ma logique, cherchant des signes que j'agissais par émotion plutôt que par raison. Je n'en ai trouvé aucune. Je n'allais pas signer ces documents. En fait, j'allais faire quelque chose de bien plus satisfaisant. J'allais laisser Robert Lefebvre apprendre exactement ce que c'était d'avoir besoin de quelqu'un qu'il considérait comme un moins que rien. Et quand il comprendrait enfin qui j'étais vraiment, quand il réaliserait que son salut financier avait été assis à sa table à dîner tout ce temps, il serait trop tard pour autre chose que le regret. La vengeance parfaite n'est pas explosive, elle est chirurgicale. Et j'étais sur le point de réaliser l'opération la plus précise de ma carrière. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, maître Jacques Moreau, avant même 7 heures. Jacques était un vétéran du monde de la finance, un homme qui avait vu des fortunes se faire et se défaire avec la signature d'un document. Il a répondu avant la 2e sonnerie, sa voix encore rauque de sommeil mais déjà alerte. « Mathieu, tout va bien? C'est tôt même pour toi. J'ai besoin que tu me rédiges 3 documents, Jacques, aujourd'hui. »
J'ai entendu le grincement d'une chaise, le bruit d'un stylo qu'on prend. Je t'écoute. Je lui ai demandé de rédiger un retrait formel d'intérêt d'investissement dans Bionexus, une notification de résiliation de contrat pour l'accord de financement en attente et une levée de confidentialité qui me permettrait de révéler mon identité en tant qu'investisseur anonyme. Chaque mot que je prononçais était précis, délibéré. Il n'y avait pas de place pour l'ambiguïté ou la seconde interprétation. À l'autre bout du fil, Jacques est resté silencieux un long moment. Je pouvais entendre sa respiration, le tic-tac d'une horloge en arrière-plan, et je savais qu'il était en train de traiter non seulement les implications juridiques, mais aussi ce que cela signifiait personnellement. « Tu es sûr de toi, Mathieu ?» Sa voix avait cette qualité prudente de quelqu'un qui essaie de ne pas influencer une décision, mais qui a besoin de confirmer que la personne à l'autre bout du fil comprend vraiment ce qu'elle fait. « Tu as passé des mois sur la due diligence. Les fondamentaux de l'investissement sont solides, malgré les histoires de famille. Bionexus a une vraie technologie, de vrais actifs. Tu laisses au moins 4 millions de retours potentiels sur la table. J'en suis certain, dis-je, et il y avait une fermeté dans ma voix qui fit que Jacques cessa d'argumenter. Parfois, le meilleur investissement est celui qu'on ne fait pas. Parfois, laisser de l'argent sur la table coûte moins cher que le prix de sa dignité. Jacques soupira, un son long et résigné. « C'est toi le client. J'aurai les documents prêts pour midi. Tu veux les relire avant l'envoi? Pas la peine. Je fais confiance à ton travail. Assure-toi juste que la notification soit livrée à Bionexus à 10 h demain matin. Timing précis, Jacques. Pas une minute avant, pas une minute après. Compris. Et Mathieu? Il hésita, choisissant ses mots avec soin. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. À midi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Jacques livrerait la notification de retrait à Bionexus à 10 h précises le lendemain matin. Je voulais que Robert ait une journée entière pour paniquer avant de comprendre ce qui s'était passé. Je voulais qu'il sente le sol se dérober sous ses pieds, qu'il éprouve cette sensation d'impuissance totale, d'être à la merci de forces qu'il ne pouvait pas contrôler. J'ai passé l'après-midi dans mon bureau, regardant la ville à travers les fenêtres du 20e étage. Paris s'étendait devant moi. Une jungle de béton et d'ambition où les fortunes changèrent de main chaque jour. En bas, des millions de personnes luttaient pour survivre, pour prospérer, pour laisser leur marque. Et ici, en haut, j'étais sur le point de modifier fondamentalement le cours de la vie d'un homme, avec rien de plus que mon absence de signature sur un document. Il y avait un pouvoir là-dedans, un pouvoir qui faisait paraître mon ancien besoin de l'approbation de Robert pathétique en comparaison. Ce soir-là, Laura est rentrée vers 20 h. Elle était chez sa sœur depuis le dîner d'anniversaire, probablement en train d'être consolée, probablement en train d'écouter toute la famille rationaliser le comportement de Robert, comme il le faisait toujours. Elle a franchi la porte avec les yeux rouges d'avoir pleuré, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée, portant les mêmes vêtements qu'il y a 2 jours. À sa posture, les mains tordant la lanière de son sac, les épaules voûtées, comme si elle se protégeait d'un coup, je compris qu'elle avait pleuré. Mais j'avais dépassé le stade où ses larmes m'émouvaient. « Il faut qu'on parle », dit-elle en s'asseyant sur le fauteuil en face de moi, dans notre salon. Elle a choisi le fauteuil, plutôt que le canapé où nous avions l'habitude de nous asseoir ensemble. Même dans la géographie de la conversation, il y avait de la distance. « D'accord. Mon père m'a appelé aujourd'hui. » Elle regarda ses mains, incapable de me faire face. Il s'inquiète d'être allé trop loin l'autre soir. J'ai failli rire. Inquiet? Après 3 ans d'insultes ininterrompues, Robert était inquiet? Non, il n'était pas inquiet. Il était en train de calculer, réalisant qu'il avait peut-être enfin franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Il veut s'excuser, continua Laura, sa voix gagnant un peu d'urgence, comme si le mot « excuser » pouvait réparer des années de dommages. Peut-être qu'on pourrait dîner ce week-end, juste nous 3. Repartir à 0. Il est vraiment désolé, Mathieu. C'est juste... Il est comme ça parfois. C'est le stress du travail, la pression de l'entreprise. J'étudiais son visage, cherchant le moindre signe qu'elle comprenait ce qui s'était réellement passé, cherchant une étincelle de colère pour le comportement de son père, une reconnaissance que des années d'abus verbal ne pouvaient pas être effacées par un dîner gênant et des excuses forcées. Mais Laura pensait encore qu'il s'agissait de sentiments blessés et d'orgueil froissé. Elle n'avait aucune idée que son père venait d'insulter la seule personne qui pouvait sauver son entreprise. Elle ne savait pas que le compte à rebours de la bombe à retardement avait déjà commencé.
Laura, dis-je avec précaution, choisissant chaque mot comme si je naviguais dans un champ de mines, depuis combien de temps as-tu honte de moi? La question l'a pris par surprise. Son visage devint pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Quoi, je n'ai pas honte? Mathieu, comment peux-tu penser ça? Tu n'as jamais dit une seule fois à ton père d'arrêter de m'insulter. Une petite tache rouge apparut sur chacune de ses joues, mais je continuais. Pas une seule fois en 3 ans. Pas quand il m'a traité de médiocre à Noël l'année dernière. Pas quand il a suggéré que tu avais gâché ta vie avec moi à Pâques. Pas quand il m'a comparé à un moins que rien devant toute ta famille, à ton anniversaire. Il ne le pense pas, murmura-t-elle, mais il y avait une fragilité dans sa voix qui suggérait que même elle n'y croyait plus. Il est juste protecteur. Il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Il m'a traité d'incapable devant toute ta famille, répétai-je, chaque mot tombant entre nous comme des pierres dans une eau calme. Tu n'as rien dit. Tu es restée assise là, à regarder ton assiette, et tu n'as absolument rien dit. Les yeux de Laura s'emplirent de larmes qui commencèrent à couler sur ses joues. Elle n'essaya pas de les essuyer. Je ne savais pas quoi dire. Il se met tellement en colère quand on le confronte. Tu n'as pas vu comment il était quand maman a essayé de défendre le mari de ma sœur à ce dîner de Noël. Il ne lui a pas parlé pendant une semaine. Alors tu as choisi son confort plutôt que ma dignité. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle, mais sa voix sortit faible, vaincue. Tu ne comprends pas ce que c'est de grandir avec lui, ce que c'est d'essayer de maintenir la paix. C'est mon père, Mathieu. Je ne peux pas simplement couper les ponts. Je ne peux pas simplement... Mais c'était juste et nous le savions tous les deux. Laura avait fait son choix depuis longtemps. Chaque fois qu'elle restait silencieuse, chaque fois qu'elle trouvait des excuses pour son comportement, chaque fois qu'elle me demandait d'être compréhensif, de ne pas faire de vagues, de laisser passer encore une fois, elle choisissait son père plutôt que son mari. Et j'avais été assez stupide pour l'accepter, pensant qu'elle finirait par trouver le courage de fixer une limite. « Je t'aime », dit-elle, et les mots se brisèrent en deux, déchirés par l'émotion. D'une certaine manière, cela ne fit qu'empirer les choses, parce que je savais que c'était vrai. Elle m'aimait. Juste pas assez. « Je sais que tu m'aimes », répondis-je doucement, et pour la première fois depuis le début de la conversation, je sentis quelque chose se briser en moi aussi. Mais l'amour ne suffit pas quand on ne se bat pas pour lui. L'amour sans action n'est qu'un sentiment, Laura. Et les sentiments ne construisent pas les mariages. Ce sont les choix qui construisent les mariages. Elle resta assise là, pleurant silencieusement. Et je me forçais à ne pas aller vers elle, à ne pas la consoler comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Parce que cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-elle enfin, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Dis-moi quoi faire et je le ferai. Je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre qu'il ne peut plus te traiter comme ça. » Mais il était trop tard pour ça. Les documents étaient prêts. Le plan était en marche. Et même si je pouvais tout arrêter d'un simple coup de fil, je savais que je ne le ferais pas. Parce qu'il ne s'agissait jamais seulement que Robert apprenne une leçon. Il s'agissait que je comprenne enfin ma propre valeur. Je ne veux rien que tu fasses, Laura. Je veux que tu comprennes que les choix ont des conséquences. Qu'après 3 ans à choisir le confort de ton père plutôt que la dignité de ton mari, les conséquences sont enfin arrivées. Elle est partie 1 heure plus tard, n'emportant qu'une petite valise avec quelques vêtements. Elle a dit qu'elle allait rester chez sa sœur quelques jours pour nous donner le temps de réfléchir. Mais nous savions tous les deux qu'elle ne reviendrait pas. Pas vraiment. Même si nous restions mariés, même si nous allions en thérapie et réglions nos problèmes superficiels, il y aurait toujours une partie d'elle qui me verrait à travers les yeux de son père. Il y aurait toujours cette graine de doute, cette voix murmurant que peut-être Robert avait raison, que peut-être elle s'était vraiment contentée de moins que ce qu'elle méritait. Je l'ai regardée par la fenêtre mettre sa valise dans la voiture, ses mouvements lents et lourds. Elle a levé les yeux une fois, nos regards se croisant à travers la vitre, et j'ai vu en elle tout ce qui aurait pu être et ne serait jamais. Puis elle est montée dans la voiture et est partie, les feux arrière disparaissant dans la nuit parisienne. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé à mon bureau. La ville commençait à peine à s'éveiller, le trafic encore léger, le ciel teinté de rose et d'orange qui serait bientôt avalé par la pollution urbaine. Il y avait une clarté à cette heure du matin, un sentiment de possibilité avant que la journée ne se complique, de décisions et de conséquences. À 10 heures précises, j'ai appelé Jacques pour confirmer que la notification de retrait
avait été livré à Bionexus. Sa secrétaire a signé l'accusé de réception à 10h02, dit-il, et je pouvais entendre le grincement de sa chaise alors qu'il se penchait en arrière. Elle a été livrée directement au bureau de Robert Lefebvre. J'imagine qu'il est en train de la lire en ce moment. Merci, Jacques. Mathieu, hésita-t-il, et je pouvais sentir le poids des mots non dits peser sur la ligne téléphonique. Quelle que soit ta raison pour faire ça, j'espère que ça en vaut la peine, ça en vaudra la peine. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Laura clignotait sur l'écran. Et pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'avais besoin de savoir comment Robert avait réagi, de voir s'il avait compris l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mathieu. La voix de Laura était tremblante, oscillant entre la panique et l'incrédulité. Il s'est passé quelque chose. L'entreprise de mon père vient de perdre son principal investisseur. 15 millions d'euros. Leur avocat vient de leur remettre une notification de retrait formelle. Il est complètement anéanti. Il est enfermé dans son bureau en hurlant au téléphone avec tout le monde. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je, gardant ma voix soigneusement neutre. Mes doigts tapèrent sur l'accoudoir de ma chaise, un rythme régulier qui correspondait à celui de mon cœur. Les avocats ne lui disent pas qui s'est retiré. Laura continua, les mots sortant dans un flot désespéré. Ils ont dit que c'était un groupe d'investissement anonyme, mais maintenant ils invoquent une rupture des termes de confidentialité, ou quelque chose comme ça. Mathieu, c'est terrible. Mon père parle de faillite. Il a dit que sans cet investissement, l'entreprise a tout au plus 3 mois. 3 mois avant que tout ne s'effondre. Je suis resté silencieux, écoutant sa respiration à l'autre bout du fil, rapide et superficielle. Je pouvais l'imaginer chez sa sœur, faisant les 100 pas, se rongeant les ongles comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. L'ironie de la situation était si parfaite qu'elle en était presque poétique. Mathieu, je sais que tu travailles dans la finance. Tu penses que tu pourrais peut-être te renseigner, voir si quelqu'un sait quelque chose sur ce groupe d'investissement, qui ils sont, pourquoi ils se sont retirés. Peut-être que si mon père pouvait leur parler directement, leur expliquer la situation, ils reconsidéreraient leur décision. L'ironie était presque trop parfaite. Elle me demandait de l'aider à trouver l'investisseur qui pourrait sauver son père, sans savoir qu'elle lui parlait. Elle suppliait l'homme qui tenait l'avenir de Robert entre ses mains, de chercher une solution que seul moi pouvais fournir. « Je vais voir ce que je peux faire », dis-je, et même pour moi ma voix semblait distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je vais passer quelques coups de fil, parler à quelques contacts. Mais Laura, tu dois comprendre que le monde de l'investissement est compliqué. Les groupes anonymes existent pour une raison. S'ils ont décidé de se retirer, c'est généralement parce qu'ils ont vu quelque chose dans les chiffres qui ne leur a pas plu. Mais 3 mois, Mathieu, elle pleurait maintenant, des sanglots entrecoupés brisant ses mots. Il va tout perdre. L'entreprise qu'il a bâtie, sa réputation, tout. Et les employés, pense aux employés. 23 familles vont se retrouver sans emploi. Je sais, et je suis vraiment désolé pour eux. Mais ce n'est pas de ma faute, Laura. Je sais, juste, s'il te plaît, essaie, pour moi. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder le téléphone pendant un long moment. Une partie de moi, une petite partie de plus en plus petite, voulait rappeler et lui dire la vérité. Je voulais entendre sa réaction quand elle découvrirait qui j'étais vraiment. Mais cela gâcherait la révélation que j'avais soigneusement orchestrée. J'ai rédigé 2 SMS et les ai programmés pour être envoyés le lendemain matin. Le premier irait à Laura, le second à Robert. Ils arriveraient tous les 2 à 10 heures précises, en même temps qu'un 3e message du cabinet de Jacques Moreau, libérant officiellement les informations sur mon identité en tant qu'investisseur retiré. Le message pour Laura était simple. Tu m'as demandé de chercher des informations sur l'investisseur anonyme. Regarde le prochain message. Pour Robert, j'ai écrit quelque chose de plus direct. Monsieur Lefebvre, le moins que rien qui était assis à votre table à dîner, était le seul homme qui pouvait sauver votre entreprise. Cordialement Mathieu Dubois, PDG de Ventura Capital. J'ai relu les messages 3 fois avant de les programmer, ajustant chaque mot jusqu'à ce qu'il soit parfait. Simple, direct, dévastateur. D'ici demain après-midi, tout le monde saurait exactement à qui ils avaient affaire. Cette nuit-là, j'ai examiné les dossiers de Bionexus une fois de plus, non pas parce que j'avais besoin de confirmer ma décision, mais parce que je voulais comprendre pleinement l'étendue de l'incompétence de Robert. Ce que j'ai trouvé a confirmé tout ce que je soupçonnais sur son sens des affaires.
ou plutôt son absence de sens des affaires. L'entreprise perdait de l'argent depuis 18 mois. Depuis le lancement d'un produit raté que Robert avait insisté pour lancer, malgré les avertissements de son équipe de recherche, les mémos internes racontaient une histoire claire. Des scientifiques expérimentés présentant des données montrant que le produit n'était pas prêt. Robert balayant leurs préoccupations comme du pessimisme académique, l'équipe marketing avertissant que le marché n'était pas prêt, Robert insistant sur le fait que ses instincts étaient les bons. Il a ignoré ses propres scientifiques, convaincu que son instinct commercial, nourri par des décennies d'arrogance et de succès immérités, était supérieur à leur expertise technique. Le désastre qui en a résulté a coûté à Bionexus son partenariat avec 2 grandes entreprises pharmaceutiques et près de 3 millions d'euros de coûts de développement gaspillés. Mais au lieu d'assumer la responsabilité, de se regarder dans le miroir et de reconnaître qu'il avait commis une erreur catastrophique, Robert a blâmé l'équipe de recherche. Il a licencié 3 scientifiques seniors qui avaient collectivement plus de 40 ans d'expérience. Il a restructuré le département R&D pour qu'il lui rapporte directement, éliminant tout système de contre-pouvoir qui pourrait remettre en question ses futures décisions. Et puis, avec son entreprise qui perdait de l'argent et sa réputation en lambeaux auprès des investisseurs sérieux, il a commencé à chercher de nouveaux investisseurs pour le sauver. Pas pour régler les problèmes fondamentaux, pas pour reconstruire la culture de recherche qu'il avait détruite, juste pour injecter assez d'argent pour retarder l'effondrement inévitable. Ce qui empirait tout, c'est que Laura avait été l'une des scientifiques qui s'était opposée au lancement. J'ai trouvé son nom sur plusieurs mémos internes, sa signature sur des rapports techniques détaillés expliquant exactement pourquoi le produit échouerait. Elle avait rédigé un mémo de 22 pages, méticuleusement documenté avec des données de test, des projections de marché et une analyse des risques. Robert avait écrit une seule ligne de réponse en haut du document. Trop conservateur. Poursuivre comme prévu. Lorsque le lancement a échoué exactement comme Laura l'avait prédit, lorsque l'ANSM a rejeté la demande d'approbation en citant les mêmes problèmes de stabilité qu'elle avait soulevés des mois plus tôt, Robert lui a rendu la vie si misérable qu'elle a fini par démissionner. Des commentaires passifs-agressifs en réunion, exclusion de projets importants, insinuation qu'elle n'avait pas l'esprit d'équipe, que sa prudence scientifique freinait l'entreprise. Laura ne m'a jamais raconté toute l'histoire. Quand je lui demandais pourquoi elle avait quitté Bionexus, elle donnait des réponses vagues sur le désir d'explorer de nouvelles opportunités, sur le sentiment d'avoir atteint un plafond dans l'entreprise de son père. Elle a mentionné qu'elle avait eu quelques désaccords avec son père sur les priorités de recherche, mais l'a présenté comme une différence d'opinion philosophique, pas comme ce que c'était vraiment. L'arrogance de Robert détruisant le bon sens scientifique et ce faisant, détruisant la carrière de sa propre fille. J'ai alors réalisé que Robert ne m'avait pas seulement insulté lors des dîners de famille, il avait systématiquement détruit tout ce qui ou toute personne qui menaçait son image de soi gonflée. Sa fille, son équipe, son entreprise, tout était sacrifiable sur l'autel de son ego. Et Laura, pour une raison que je ne comprendrai probablement jamais complètement, continuait de le protéger, continuait de trouver des excuses, continuait d'espérer qu'il changerait, qu'il deviendrait d'une manière ou d'une autre le père dont elle avait besoin, au lieu de l'homme qu'il était vraiment. Le lendemain matin, les messages ont été envoyés à 10 heures précises. J'étais dans mon bureau regardant la ville, quand mon téléphone a confirmé la livraison. 3 messages envoyés, 3 bombes explosant simultanément. J'ai imaginé Robert dans son bureau, lisant le message sur son téléphone, le choc initial cédant la place à la colère, puis à la panique. J'ai imaginé Laura chez sa sœur fixant l'écran, essayant de traiter l'information, essayant de réconcilier le mari qu'elle pensait connaître avec l'homme que j'étais vraiment. Mon téléphone a sonné 9 minutes plus tard. Robert, comme prévu. Quand j'ai décroché, il hurlait déjà, espèce de fils de pute. Tu trouves ça drôle? Tu penses que tu peux détruire mon entreprise parce que j'ai blessé tes petits sentiments? Monsieur Lefebvre, je pense que vous avez mal compris la situation. Je n'ai rien mal compris. Il respirait lourdement, chaque expiration chargée d'une rage à peine contenue. Laura m'a tout dit. C'est toi l'investisseur. C'est toi qui t'es retiré. Tu as planifié ça depuis le début, n'est-ce pas? Tu t'es assis à ma table, tu as écouté mes opinions, tout ça en préparant ton coup pour me poignarder dans le dos. Correct pour mon identité, incorrect pour la planification. En fait, monsieur Lefebvre,
J'étais sincèrement prêt à investir dans Bionexus. Les documents étaient en prêt à être signés, jusqu'à ce que vous décidiez qu'humilier le mari de votre fille devant toute la famille serait une bonne idée.